Et si le piège de la guerre se renfermait petit à petit sur l'État israélien? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du Canard Réfractaire où nous allons parcourir l'actualité de la guerre en Palestine de ces dernières semaines. Donc si depuis Noël t'as un petit peu décroché sur cette actualité-là, et ben c'est l'occasion de rattraper le retard. Si tu découvres le Canard Réfractaire avec cette vidéo, pense à t'abonner. Le premier piège pour l'État israélien, c'est que la crise humanitaire en Palestine n'en finit pas et risque d'exploser. On va faire un petit point. Des récentes analyses satellites ont montré que les bombardements en Palestine sont plus intenses que les bombardements en Syrie, en Ukraine ou même lors de la Seconde Guerre mondiale. 40% des structures de la bande de Gaza ont été touchées et ça monte à 66% dans la ville de Gaza. Des bombardements qui, encore aujourd'hui, continuent. CNN ont montré qu'il y a plus de 10 enfants par jour qui doivent se faire amputer leurs jambes, et ça sans anesthésie. Des bombardements qui assassinent en moyenne 250 personnes par jour, soit plus que toutes les autres zones de conflit du 21e siècle, d'après Oxfam. Alors évidemment, on se rendra jamais compte, mais il faut commencer à imaginer cette catastrophe, ce traumatisme que ça doit représenter pour des milliers, voire des millions de Palestiniens, de voir autant de gens autour d'eux mourir et souffrir, tout ça dans le froid de l'hiver. C'est une catastrophe humanitaire. Et au niveau de la nourriture, la situation s'aggrave aussi. Le nombre de camions autorisés à entrer dans la bande de Gaza est bien trop faible pour les 2 millions d'habitants. L'ONU estime qu'au moins 500 000 Palestiniens souffrent d'un niveau catastrophique de faim et 90% sont dans une insécurité alimentaire. L'UNICEF estime que 6 à 7 000 enfants sont en danger de mort sans aide immédiate. Et dès que l'ONU arrive avec un camion de nourriture, ce sont des milliers de Palestiniens qui arrivent pour espérer manger, une foule dispersée par les coups de feu de l'armée israélienne. Et à ça se rajoutent aussi les eaux usées qui stagnent dans les quartiers, accélérant la propagation des maladies. On approche maintenant des 25 000 morts côté palestinien. En plus, il y a les blessés et les disparus. Quasi tous les Palestiniens ont dû abandonner leur chez eux pour migrer vers le sud et quasi tous aujourd'hui connaissent la faim. Et au-delà de cette situation humanitaire catastrophique, il y a aussi une question qui se pose pour l'État israélien. Que faire de ces 2 millions de Palestiniens? S'ils laissent la situation pourrir, il y aura des émeutes de la faim qui exploseront et qui rendront la situation totalement incontrôlable. S'ils laissent les Palestiniens réhabiter la bande de Gaza, il faudra tout reconstruire, ce qui va représenter un coût immense et prendre des années, et ça ne va pas résoudre le problème de la faim et du froid à court terme. Et quoi qu'il arrive, combien de Palestiniens, face à un tel massacre criminel, face à la famine organisée, face à la destruction de leur pays, vont s'engager dans des groupes armés contre l'État israélien? Même si le Hamas est démantelé, l'organisation qui prendra la relève recrutera sans peine des soldats. L'État israélien a donc là signé pour des années de cycle de violence auquel l'armée d'occupation va devoir faire face. Une armée qui s'enfonce dans une longue guérilla face à un Hamas qui, avec des drones à quelques milliers de dollars, peut détruire des tanks à plusieurs millions de dollars. Le coût de la guerre pour l'État israélien est alors immense, sans victoire au bout. Une armée composée de nombreux réservistes qui doivent revenir au pays pour reprendre les postes qui étaient jusqu'alors occupés par les Palestiniens exploités dans les usines israéliennes. L'armée régulière va donc devoir gérer 2 millions de Palestiniens dans les pires conditions possibles, et ça dans un temps long. La question est, combien de temps leur reste-t-il avant que la situation implose? Bref, même pour l'État israélien, la guerre ne résout pas les problèmes, elle ne fait que les amplifier au moyen et long terme. Une des solutions apportées par les pires ministres du gouvernement israélien était de déporter des Palestiniens vers d'autres pays, comme le Congo par exemple, ce qui a fait son petit scandale. Évidemment, t'as même Quatermain pour vous dire qui s'est opposé. Une des probables théories, c'est que l'État israélien organise le pourrissement de la situation au sud de Gaza pour forcer la migration des Palestiniens dans le désert du Sinaï égyptien,
permettant à l'État israélien de laisser le problème à d'autres. Sauf que l'État égyptien s'y refuse et renforce ses murs qui le séparent de la bande de Gaza, pendant que la situation devient insupportable pour les Gazaouis pris en étau. Et pendant ce temps, tu as des forces internes en Israël qui poussent toujours plus vers le conflit militaire. Comme on l'a déjà vu, tu as les industriels de l'armement qui voient dans la guerre un carnet de commandes rempli, ou encore les boîtes énergétiques qui veulent exploiter le gaz de Gaza. Mais tu as aussi des sionistes fanatiques qui, chassés des villes par le prix des loyers, vont de plus en plus en Cisjordanie chasser les Palestiniens et occuper de force leurs terres. Un électorat puissant, armé et influent dans la société israélienne dont de nombreux représentants sont au gouvernement et à l'armée. Renforcés par la propagande de guerre israélienne, ils sont une force qui pousse la société entière à la guerre. Donc s'opposer à la guerre, c'est s'opposer à eux pour le gouvernement israélien. Il y a aussi les entreprises israéliennes du bâtiment piégées dans une crise immobilière qui voient d'un très bon œil la future occupation des terres gazaouis. Certaines entreprises projettent même dès maintenant d'y construire des logements. Sauf que les installations gazières israéliennes, par exemple, sont déjà la cible du Hezbollah et le seront d'autant plus si la guerre s'intensifie. Quant au projet immobilier, il risque d'attirer peu de risques clients, vu le cycle de violence que cette nouvelle occupation va produire dans la bande de Gaza. La guerre crée donc des opportunités, mais en même temps ses propres contradictions, comme un piège. Et pendant ce temps, la contestation de la politique israélienne s'organise. Les diplomates sud-africains, soutenus par plusieurs autres États et associations, ont lancé un procès contre l'État israélien pour crime de génocide à la Cour de justice de l'ONU. Si la Cour de justice est symbolique, ce procès a un fort enjeu médiatique. Les discours des diplomates sud-africains sont partagés sur les réseaux et même repris par les stars de la série Game of Thrones. De son côté, l'État israélien, soutenu par l'État allemand au passage, a diffusé à la radio sa défense niant les accusations de génocide. En France, la députée Mathilde Panot a d'ailleurs porté plainte à l'Arcom parce que les télés françaises ont diffusé le discours israélien mais pas sud-africain, tiens. Le New York Times analyse eux que ce procès permet à l'État sud-africain de gagner des actes de confiance à l'international auprès des pays et des populations qui luttent contre l'ancienne hégémonie états-unienne. Donc la guerre de l'État israélien donne à ses adversaires l'opportunité de se renforcer. Et même à l'intérieur d'Israël, les fanatiques de l'armée, nécessaires pour massacrer des Palestiniens, provoquent des contestations. Le 16 décembre, des militaires israéliens ont tiré sur des otages israéliens arborant un drapeau blanc, ce qui a provoqué de grandes manifestations contre Netanyahou. Une récente enquête montre, elle, que des soldats israéliens, le 7 octobre, auraient tiré volontairement avec un tank dans une maison où se trouvaient des soldats du Hamas, mais aussi des otages israéliens. 15 d'entre eux en seraient morts. Les manifestations et les prises de parole se sont alors multipliées, comme leur répression. La population israélienne est toujours en faveur de la guerre contre le Hamas, mais elle n'accorde presque plus aucun crédit à la politique de Netanyahou, jugée soit inefficace, soit dangereuse pour les 132 otages encore détenus aujourd'hui par le Hamas. Donc, de plus en plus critiqué, Netanyahou doit répliquer par toujours plus de répression et toujours plus de propagande. Il continue donc ses discours de guerre de civilisation et laisse ses pires ministres et députés attaquer l'ONU, associer tous les Palestiniens à des terroristes puis à des nazis, à rigoler avec des journalistes de la télé sur les futures déportations de Palestiniens. אתם תומכים בטרנספר של אוכלוסייה עזתית והתיישבות יהודית ברצועת עזה? באמת, נו. את יודעת טוב מאוד שאנחנו מדברים, שכרגע מה שמדברים בעוצמה יהודית זה ממש לא טרנספר. מדברים על הרצון לשפר דיור לעזתים שרוצים לשפר את הדיור שלהם, שלא מוכנים לגור שם בתנאים האלה. לשפר דיור, זה תשמע, אתה אומר, כאילו אם לא הייתה לו עד עכשיו חנייה ומעלית, אז תם. Des soldats, eux, comparent les Palestiniens à des animaux, etc., etc. En fait, le racisme nécessaire à la colonisation devient une force qui agit et qui pousse encore à la guerre. Et plus la guerre dure, plus les mensonges doivent être gros pour justifier cette guerre contre les Palestiniens. L'argument du « Israël a le droit de se défendre » a quand même assez mal vieilli. Alors on peut aussi arrêter de parler de ce qui se passe en Palestine pour éviter les polémiques, et c'est ce que font les médias français,
Mais si la situation explose en Israël, en Palestine ou ailleurs, le sujet va revenir sur la table comme celui des responsabilités. Bref, plus le temps passe, plus les alliances et le crédit de l'État israélien se fragilisent. D'autant que cette fuite en avant militaire de l'État israélien provoque un enflammement militaire de la région, et déjà avec le Hezbollah libanais. Le 2 janvier, le numéro 2 du Hamas est assassiné par l'armée israélienne alors qu'il se trouvait au sud de Beyrouth, une attaque inédite sur la capitale libanaise. Le 6 janvier, le Hezbollah répond en envoyant officiellement 62 missiles sur une importante base militaire israélienne. Le 8 janvier, l'armée israélienne assassine 2 hauts responsables du Hezbollah à la frontière libanaise. Le 14 janvier, une Israélienne de 70 ans et son fils ont été tués par des missiles anti-chars du Hezbollah. L'armée israélienne a répliqué par des bombardements via ses avions de chasse. La situation empire et reste à savoir si l'un ou l'autre des belligérants va déclarer la guerre ouverte. Le Hezbollah aurait pu attaquer dès le 7 octobre et profiter de la déstabilisation de l'armée israélienne, mais ils se sont contentés jusque-là d'envoyer des missiles. Le chef du Hezbollah, lui, multiplie les prises de parole pour au final ne rien dire. Le Hezbollah semblerait donc se satisfaire pour le moment d'un statu quo, sachant qu'un conflit ouvert contre l'État israélien propulserait la guerre dans une autre dimension de violence dont les conséquences sont difficilement imaginables pour un Liban qui est déjà en grande crise économique. Mais les attaques de l'armée israélienne les poussent petit à petit à répliquer et sont tout de même entraînés donc dans une escalade militaire. Côté israélien, certes, ils retirent des troupes de Gaza, mais ils en rajoutent à la frontière au nord du Liban. Cette force militaire, entraînée par le conflit face au Hamas, est prête pour poursuivre le combat, poussée aussi par les 80 000 Israéliens chassés de chez eux au nord d'Israël à cause des bombardements du Hezbollah. Mais quels seraient les intérêts des puissants israéliens d'aller faire cette guerre contre le Hamas et le Hezbollah? Déjà, ça permettrait d'étendre leur territoire et donc en partie de résoudre la crise immobilière. Ça permettrait de capter les grandes poches de gaz au large du Liban et de maintenir un état de guerre qui permet de renforcer le pouvoir de l'État israélien. Ça permettrait aussi par la guerre de contenir le Hezbollah comme en 2006 pour éviter qu'il menace les infrastructures industrielles. Sauf qu'un tel conflit impliquerait aussi l'armée états-unienne et iranienne, avec des conséquences difficilement prévisibles, surtout en Israël où, comme on l'a vu, les contradictions de la guerre sont déjà très fortes. Donc au nord d'Israël, il y a le Hezbollah et un peu plus au sud, il y a les Houthis. En décembre, les rebelles Houthis du Yémen accostent et bombardent des bateaux en direction d'Israël au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, poussant le trafic mondial à des coûteux détours par l'Afrique du Sud. Les Houthis réclament officiellement un cessez-le-feu à Gaza. Le 18 décembre, une coalition menée par les États-Unis contre les Houthis se forme et l'escalade commence à monter jour après jour. Le 12 janvier, l'armée états-unienne et britannique bombarde des positions Houthis pendant 2 jours sans, semble-t-il, avoir porté atteinte à leur capacité offensive. La preuve, le 15 janvier, un cargo états-unien a été violemment touché par un missile Houthi. C'est donc l'armée états-unienne qui s'occupe du front du sud, sachant que les Houthis, renforcés par les années de conflit avec le royaume saoudien et armés par l'État iranien, n'est pas du tout un petit adversaire. Cette présence militaire états-unienne en mer Rouge et dans le Golfe Persique permet aux États-Unis de mettre un peu la pression contre leurs concurrents gaziers qataris, avec qui les entreprises états-uniennes se partagent le juteux marché du gaz liquéfié. Mais il y a d'autres intérêts pour l'État états-unien, comme pousser à l'isolement l'Iran, freinant leur commerce avec la Chine et multipliant les frappes contre leurs alliés de l'arc chiite partout dans la région. L'État iranien n'hésite plus, lui, à répondre en bombardant les positions états-uniennes, comme ça s'est fait le 15 janvier, où des bombardements multiples et croisés se sont abattus en Irak. L'État iranien peut profiter de cette guerre pour renforcer son pouvoir et répondre à de graves crises politiques internes, rythmées par les attentats de Daesh, la violente crise économique et les contestations internes. Et on va finir avec ce point. La situation est chaotique. Oui, elle est un mélange de multiples intérêts et d'organisations différentes qui veulent tous tirer leur avantage de la situation, oui, mais dans ce chaos, il y a bien une position dominante, celle de l'empire états-unien, qui tient en laisse notamment leur chien fou nommé Netanyahou. Financé, armé et soutenu par le gouvernement états-unien, Netanyahou peut organiser le chaos dans la région
en essayant de cette façon de survivre à ses propres contradictions. Sauf que du jour au lendemain, ce soutien peut s'arrêter, notamment sous l'influence de la campagne présidentielle états-unienne. Dans ce cas, Israël se retrouverait seul et incapable de tenir les fronts et les condamnations internationales. La diplomatie états-unienne prenant d'ailleurs bien soin de rester ambiguë sur la question pour s'autoriser ce genre de retournement. Ainsi, Netanyahou permet à l'État états-unien d'envoyer un message clair dans la région du Moyen-Orient qui s'était fortement rapproché de la Chine ces dernières années. Le message, c'est soit c'est l'ordre avec les États-Unis, soit c'est le chaos avec la Chine. Et aujourd'hui, personne, y compris l'armée chinoise, n'a les moyens d'une guerre ouverte contre l'axe USA-Israël-Europe. C'est alors aux autres joueurs de la partie d'avancer leurs pions en conséquence. Car bien sûr, le gouvernement états-unien n'est pas le seul à jouer cette grande partie d'échecs. Il ne contrôle pas la guerre et même leur chien fou Netanyahou peut se montrer incontrôlable et imprévisible à l'avenir. Le mantra de la géopolitique reste de toute façon le même, chacun veut tirer avantage de la situation. L'État israélien est donc piégé dans ses contradictions et ce n'est pas pour autant une bonne nouvelle. Israël peut perdre la guerre sans que d'autres ne la gagnent. Si l'État israélien s'enfonce dans cette direction, la guerre va continuer et ça va toujours se faire contre les populations. L'un des enjeux reste donc encore et toujours les mouvements anti-guerre qui, face aux massacres et aux autoritarismes partout dans le monde, prennent de plus en plus de sens. Il semblerait donc que nous aussi, nous soyons un joueur dans cette grande partie d'échecs, à nous de nous organiser pour pouvoir jouer le prochain coup. Et pour s'opposer à cette guerre, il faut déjà être au courant des enjeux et c'est l'objectif des vidéos du Canard Réfractaire. Donc pense à partager cette vidéo autour de toi si tu veux nous soutenir et si tu trouves ces vidéos utiles. Tout ceci est réalisé en totale indépendance et financé grâce à vos dons. Donc si vous voulez nous aider à nous développer, le lien du Tipeee est en description. Et pour suivre l'actualité le jour, nous avons une seconde chaîne qui s'appelle Actu Réfractaire. Pensez aussi à mettre en commentaire votre analyse de la situation pour qu'on puisse s'enrichir les uns les autres. Et voilà, c'est tout. Cette vidéo a été montée par Kuro et nous n'avons plus qu'une chose à nous dire. À la prochaine. Quack.